Hello à tous, c'est Emeline Siron et je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet dont on parle régulièrement. Est-ce qu'il faut acheter sa résidence principale ou pas? Est-ce que si j'ai ma résidence principale, je vais être bloquée pour investir après ou pas? Et oui, c'est des questions que vous vous posez beaucoup. Alors, il est vrai que la résidence principale, ça a quand même pas mal d'avantages aussi. Vous sécurisez votre lieu de vie. Dans 15, 20, 25 ans, 30 ans parfois, vous aurez terminé de payer votre crédit et du coup, vous allez avoir du coup votre maison qui est totalement terminée d'être payée et ça sera un super actif, il n'y a pas de problème. Je pense aussi qu'il faut se dire qu'on n'a pas tous la même appétence au risque et que pour ceux qui n'ont vraiment pas envie de prendre de risques, eh bien c'est déjà pas mal d'investir dans sa résidence principale. C'est déjà bien en fait. Et il faut aussi l'avoir en tête et il faut aussi ne pas culpabiliser et faire culpabiliser les gens. Ok, selon l'investissement, ça ne sera pas le top du top. Je pense par exemple aux investissements coup de cœur. Souvent, un investissement coup de cœur, c'est pas l'idéal en termes d'investissement. Vous allez vous dire waouh, génial, le plan de travail en marbre. Ouais, ok. C'est pas le top du top en invest. Mais quand c'est pour chez soi, je pense que c'est une question qu'on se pose pas forcément. Ensuite, je pense aussi que ça dépend de la région. Eh bien oui, par exemple, personnellement, moi j'habite en Île-de-France. Ok, eh bien, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, je suis locataire. J'ai aucun souci avec ça. J'ai aussi plein d'investissements. Je suis propriétaire de plusieurs biens immobiliers. J'ai plein de locataires. Ok, et je suis locataire moi-même. Mais oui, mais en Île-de-France, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Acheter un appartement, c'est pas tu mets 200 000 euros. En fait, moi, là où j'habite, c'est plutôt tu mets 5, 600, 700 000 euros. Bah ouais, mais du coup, ça mange énormément ta capacité d'emprunt. Donc, voilà, je pense que ça dépend voilà, de l'objectif, de son appétence au risque et également de la région. Je pense que si j'étais, je sais pas, en Bretagne ou en Normandie, je serais très certainement propriétaire. Pas de problème. Ok. On a aussi quelque chose à prendre en compte, bien entendu. On n'a pas forcément les mêmes salaires en Île-de-France que dans d'autres villes. Ok. Donc tout est un petit peu lié. Mais il faut se dire quand même qu'en Île-de-France, ok, les loyers sont chers, mais l'immobilier est excessivement cher. D'accord? Quand on voit des 10 000, 12 000, 15 000 du mètre, voire plus, c'est quand même pas la même histoire. Ensuite, il faut se dire que oui, la résidence principale est un passif. Car elle ne vous rapporte pas vraiment d'argent pour le côté coup de cœur, etc., etc. Maintenant, pour moi, c'est également quand même un actif, surtout que vous pouvez réaliser de très belles opérations. Si vous achetez, par exemple, une résidence principale que vous retapez, etc., et qu'en réalité, elle en vaut beaucoup plus après, ok, eh bien, elle ne vous rapporte pas d'argent à l'instant T. Maintenant, quand tu vas la revendre, ça va quand même te rapporter de l'argent. Donc là, on est aussi sur un investissement dit value add. Donc, c'est une fois que vous allez revendre le bien que vous allez récupérer des fonds. Ok. Et puis, il faut se dire que comptablement parlant, eh bien, c'est quand même un actif. C'est comme une voiture. Ok, la voiture est un passif, elle ne vous rapporte rien. D'accord. Et en plus, elle vous mange de l'essence, elle vous pompe l'assurance, elle fait... Ok. Maintenant, quand tu prends un peu le bilan comptable de ta propre vie, eh bien ça va quand même dans l'actif. Ouais, et parce que si tu la revends, tu récupères aussi de l'argent. Alors peut-être que tu en récupéreras moins, maintenant tu en récupères quand même. Et ça va dans cette catégorie-là, c'est comme ça. Donc voilà, il n'y a pas, je pense, encore une fois, un seul chemin possible. Je pense qu'il y en a plusieurs. Encore une fois, ça dépend de son appétence au risque, ça dépend de là où vous habitez. Donc plus le temps passe, plus tu réduis ton capital restant dû, puisque tu vas payer au fur et à mesure, et plus tu vas augmenter aussi, je dirais, ton côté bon père de famille à la banque, car les banques aiment bien tes propriétaires de ta RP, etc., etc. C'est cool. Dites-vous que moi, quand j'ai commencé à investir, je me suis déjà fait recaler de pas mal de banques, parce qu'ils me disaient, moi j'étais hébergée à titre gratuit, j'habitais chez mes parents à l'époque, et donc... Il me disait non mais en fait vous êtes bon pas locataire mais vous êtes même pas propriétaire, vous voulez acheter un bien mais on est où? Et pourtant j'ai réussi quand même à avoir des crédits. Donc ça a marché, voilà, c'est pas une fin en soi de ne pas être propriétaire de sa résidence principale. C'est possible et surtout je dirais en Île-de-France ils sont un peu moins durs là-dessus, je pense qu'ils ont quand même conscience des prix qui sont pratiqués sur le marché. Ensuite,
Également, du coup, quand vous êtes quand même propriétaire de votre résidence principale, il y a des choses à faire. Surtout, peut-être que ça fait quelque temps que vous l'avez acheté, donc les prix évoluent, vous avez peut-être fait des travaux. Donc, on vient reparler de l'attestation de valeur vénale. Eh bien oui, car si vous voulez vous positionner sur une opération d'investissement immobilier, eh bien en banque, vous allez pouvoir dire « Ok, je veux que tu me prêtes 200 000 euros pour cet investissement-là. Et moi, je suis propriétaire de ma RP, j'avais un crédit de 200 000 euros, maintenant elle en vaut 320 000, bam, avec l'attestation de valeur vénale. D'accord. Et ça, c'est quand même génial. Donc, n'hésitez pas à demander, même quand vous vous positionnez sur un bien immobilier, d'accord, vous avez le compromis, donc l'agent immobilier, etc. Lui, il va vous faire une attestation de valeur vénale du bien après travaux, c'est encore mieux. Une attestation de valeur locative du bien que vous êtes en train d'acheter. Et également, eh bien, il peut vous faire une attestation de valeur vénale du bien que vous avez déjà, donc de votre maison, de votre appartement, peu importe. Donc voilà, quand vous êtes propriétaire de votre RP, c'est aussi donc possible d'avoir une attestation qui vous permet de dire « Ouais, j'ai investi, ok, j'ai pris le risque, je l'ai fait, mais maintenant j'ai quand même bien fait puisque cette maison vaut plus que ce que j'ai de crédit. Donc vous allez pouvoir aller en banque et dire ok, potentiellement si vous voulez une garantie complémentaire pour le crédit immobilier, eh bien vous allez peut-être pouvoir aussi apposer cette garantie sur votre maison. Ok, évidemment, c'est un peu risqué, soit. Maintenant, si vous êtes formé, que vous avez compris, que vous êtes sûr de votre investissement et que c'est un bon investissement, ok, bien le risque n'est pas si énorme que ça, tout simplement. Voilà, il faut maîtriser le risque. Encore une fois, on revient à votre appétence au risque, votre profil, etc. On n'a pas tous le même profil investisseur. Mais en tout cas, ça peut être une bonne question de mettre en garantie ou non votre bien personnel à la banque. Ensuite, il y a aussi, je pense, des résidences principales qui sont excellentes pour l'investissement immobilier. Il y en a qui vont avoir des maisons où ils vont construire ou créer un petit studio dedans pour pouvoir louer le studio et rentabiliser le bien. Il y a aussi la possibilité de construire. Vous avez un terrain, vous avez votre maison et peut-être que le terrain est constructible et du coup, vous allez viabiliser, construire le terrain, faire une division parcellaire et revendre la maison directement. Et donc là, votre investissement qui était soi-disant un super passif, la catastrophe, eh bien ça deviendra un bon investissement. Donc pourquoi pas? Voilà, il y a des choses à faire. Peut-être que vous pouvez avoir aussi un appartement, et j'en ai aussi qui louent une chambre chez eux. Parce que ils vivent tout seuls et dans ce cas-là, ils veulent rentabiliser un peu. Eh bien, c'est plus autant un passif que ça, puisqu'il y a quand même une chambre. Alors, ça devient peu de la coloc, mais il y a une chambre qui est louée. Il y a aussi possibilité de faire un peu, vous savez, les 120 jours de location Airbnb, location saisonnière. Donc avec son bien, eh bien ça peut être fait aussi, vous pouvez rentabiliser un peu comme ça. Donc il faut faire attention à la réglementation, mais il y a des choses qui sont possibles de faire. J'ai aussi, par exemple, moi, mon associé, là, il est actuellement en train d'acheter, en fait, il achète un immeuble et lui, il va habiter au dernier étage de l'immeuble, donc un bel appartement. Et ensuite, il a, je crois, 3 ou 4 lots en dessous qu'il est en train de retaper, etc. pour créer de l'habitation à long terme et du Airbnb. Donc, voilà, il y a une multitude de choses et dans ces cas-là, eh bien oui, il sera propriétaire de sa résidence principale. C'est quand même un mini-immeuble qui tourne en même temps, hein, ok. Donc en réalité, tous les appartements lui payent largement son crédit et en plus il a du cash flow. Et oui, en plus il a un crédit, donc vous voyez même en ce moment, si c'est pas évident, il y a des choses qui se font. Voilà, donc propriétaire de résidence principale, oui ou non, eh bien je dirais il n'y a pas un seul chemin à suivre, il y a plusieurs possibilités, ça dépend de chacun, ça dépend du projet, de l'opportunité. Il ne faut pas directement se fermer à tout, étudier les solutions, étudier ce qui se fait, mais vous pouvez aussi être locataire et réussir à faire plein d'investissements immobiliers, puisque moi c'est aussi mon cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour plus d'astuces. À bientôt!